Europe 1, la vie en bleu. On est toujours fiers et honorés d'être sélectionnés, encore plus pour une Coupe du Monde. La vie en bleu, notre rendez-vous à 20h30 tous les soirs dans Bon Baiser du Mondial. Jean-Pierre Mocky, quand vous entendez ces histoires de parrains qui jouent contre son pote, c'est des histoires d'hommes aussi. Le sport et le foot, et ça doit vous plaire, ça. Écoutez, moi ça me plaît. Moi je trouve qu'il y a une solidarité chez tous ces joueurs. Ils s'aiment bien les uns les autres. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de conflits vraiment. Parce que autant que j'ai pu assister à des matchs, j'ai vu les gars dans les vestiaires et tout ça, ils ont l'air de s'entendre. Lorsqu'en 84 vous faites à mort l'arbitre, on est quelques mois après le drame du Heysel, il y a un message. Le drame du Heysel, ça a été terrible. Puis après il y a eu la Corse aussi, après la Furiani, 92. Parce que là, ils ont continué à jouer alors qu'il y avait des spectateurs qui étaient morts par terre. Ça a été quand même quelque chose de grave. Ça, vous parlez de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et la Juve là, à Bruxelles. Ouais. C'était aussi une manière de vouloir calmer. Terrible, parce que moi, j'ai pas assisté, mais on était tous complètement... On était tristes de voir ça. Parce que le foot, vous savez, il y a eu quand même pas mal de morts dans le foot à cause des supporters. D'ailleurs, et là, on est dans une fête. Vous parliez tout à l'heure des hooligans russes, qu'il y a eu des sujets, on les a vus pendant l'Euro, qu'on ne voit pas grâce au ciel. On arrive à rendre cette fête, elle est pour le moment merveilleuse depuis le début, cette fête du mondial et du foot. Mais on parlait de M. Blanc, parlait de la pauvreté de l'Amérique du Sud, et on est étonné de voir 20 000 mecs qui arrivent de là-bas pour assister alors que nous sommes beaucoup plus près et nous n'en avons que 3 ou 4 000. Alors, c'est un peu bizarre, ça. C'est un peu bizarre. Vous avez côtoyé les Argentins, justement, là-bas. Vous parliez de France-Argentine tout à l'heure, Laurent Jaoui. Là, c'est des tour opérateurs, sont des gens qui... Moi, j'étais à Rio avant la finale, on en a vu arriver, mais ils étaient plusieurs centaines de milliers dans Rio, juste pour être ensemble. Ils venaient en voiture, en bus. C'est des économies de 4 ans. Comment ils font pour s'offrir ce voyage? À Moscou, ils sont venus. Ils sont pas restés là-bas. Organisés, oui, ce sont des tours opérateurs. Faut quand même prendre en compte un élément qui n'est pas anodin, c'est que ça correspond à l'hiver là-bas. Et l'hiver en Argentine, c'est pas comme au Brésil, c'est vraiment l'hiver, il fait froid, il fait moche. Ils sont contents de s'en aller. Ils vont dans des endroits où il fait bon, et c'est vrai que là, pour le coup, en Russie, il faisait 30-35 degrés, donc ça correspond aussi à leurs vacances. Après ça, il y a aussi toute une organisation, un système qui met en place et qui leur permet de les envoyer, ce qui n'existe pas ici. Qui n'existe pas en France et qui existe dans certains pays européens. On a un peu dévié. On va retourner la vie en bleu et retrouver notre ami Simon Rubin. Bonsoir Simon. Bonsoir. Envoyé spécial d'Europe 1 Russie, chef du service des sports d'Europe 1. Aujourd'hui, journée huis clos totale pour l'équipe de France. L'occasion jamais de s'interroger. Nous sommes à 3 jours du quart de finale. 4 ans, quasiment jour pour jour, après une défaite en quart de finale. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe de France a grandi, Simon ? C'est la question qui a été posée à Guy Stéphane hier en conférence de presse. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on lui demandait très précisément ce qui différenciait l'équipe actuelle de celle d'il y a 4 ans et en quoi elle était potentiellement meilleure. Et Guy Stéphane a un peu bloqué. Je pense qu'il n'a pas réussi vraiment à répondre et du coup il a dit... l'équipe elle a grandi et ensuite il s'est appuyé sur quelques joueurs, les rares finalement qui sont encore là, Varane, Griezmann, Lloris, Giroud, qui ont pris de l'expérience. Mais on peut aussi évoquer le fait qu'une équipe finalement elle peut pas vraiment grandir. L'équipe qui joue aujourd'hui, c'était pas celle d'il y a 4 ans, c'était pas celle même d'il y a 1 an, c'est pas celle qui a fait les éliminatoires, c'est une équipe qui a été mise sur pied pour ce mondial. En revanche, si elle n'a pas grandi par rapport à il y a 4 ans, parce que c'est pas la même, tout simplement, elle a peut-être grandi dans la compétition. Je pense qu'elle a grandi entre les phases de poule et le 8e de finale, avec les causeries de Deschamps, etc. Là, il y a eu une évolution, et puis elle a peut-être grandi sur un dernier point, c'est Didier Deschamps, qui est peut-être le seul facteur invariant. Lui, il était là il y a 4 ans, et il est toujours là. Et Guy Stéphane disait, il a changé, il est beaucoup plus serein, il est sûr de lui, il connaît tout l'environnement qui l'entoure, et il est beaucoup plus tranquille, apaisé, décontracté. Et ça, c'est peut-être effectivement en ce sens-là que cette équipe a mûri, c'est son staff technique qui a peut-être pris une autre dimension. Il a appris finalement de l'échec contre l'Allemagne en 2014 et peut-être de la finale de l'Euro perdu contre le Portugal. Éric Blanc, c'est ça qui est étonnant. On a vu dans les cycles d'équipes, par exemple l'Allemagne ou l'Espagne, c'est des équipes qui ont dominé le foot mondial avec une génération qui s'est améliorée de compétition en compétition, qui à un moment arrive à un stade peut-être un peu trop âgé. Cette équipe de France, finalement, elle a énormément changé, ce qu'on imagine.
n'imagine pas en 4 ans, et c'est la jeunesse qui a quelque part pris le pouvoir, d'où l'impossibilité de faire une vraie comparaison. Oui, 4 joueurs titulaires 2014 plus un 5e, c'est Giroud qui est rentré, et puis des joueurs les titulaires, on les rappelle, Loris, Varane, Pogba et Griezmann. Et Griezmann, oui, à ce moment-là. Et Giroud qui est rentré en 2014 dans le quart de finale. Mais après, il y a l'émergence de jeunes joueurs. D'ailleurs, les 2 latéraux qui, au départ, viennent avec le sac à dos pour être remplaçants, deviennent des titulaires. Pavard et Hernandez. Et on pouvait ne pas les imaginer il y a 6-7 mois dans la liste, puisqu'on parlait de ceux qui sont remplaçants blessés, Sidibé Mendy, mais on parlait de Kurzawa qui déclinait, Digne qui était là, on a même parlé de Debuchy, où on se disait s'il fallait pas aller le chercher. Tout ça fait que ça, on a même parlé et surtout que ce sont des joueurs que beaucoup en France ne connaissaient pas. Ceux qui suivent pas attentivement le championnat allemand ou espagnol ne connaissent pas forcément ces joueurs-là. Absolument. Voilà. Donc ils ont émergé. Après, il vaut 50 millions. Bien sûr. Après, moi je pense qu'il y a quand même, on va prendre Hernandez. Il fait le match avec Luis Felipe à l'Atlético de Madrid. Il a été titularisé. L'autre, il est quand même remplaçant. Il est devenu titulaire suite à la blessure de Marcelo. Mais ça arrive toujours dans les compétitions. La France, par exemple, à l'Euro 84, c'est l'arrière latéral buteur en finale qui remplace Amoros, lequel a donné un coup de tête au premier match et s'est retrouvé exclu. C'était un destin absolument incroyable. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils apprennent beaucoup en Ligue des Champions, dans les grands clubs quand même. Et même s'ils n'ont pas une expérience avec l'équipe de France, puisqu'ils ont moins de 10 sélections et ils ont été appelés, ils se mettent quand même rapidement au niveau parce que ils jouent et ils s'entraînent avec les meilleurs et leur club leur demande d'aller plus loin, Ligue Europa, etc. Donc à mon avis, il y a une bonne alchimie. Je disais Dédé, c'est Guetta, il mixe Saint-Didji, il a bien mixé son équipe parce qu'il a ouvert quand même quand il a fait rentrer Dembélé, quand il a tenté Lemar, etc. Et il est revenu peut-être après sur un schéma plus classique, plus défensif, mais il a osé s'émanciper un peu. Moi, je pense quand même qu'il a changé, même si à l'arrivée, on joue avec une équipe qui est coffre-fort, c'est la Brinks. On ferme d'abord, Deschamps, c'est si on prend pas un but, on ira au pénalty. Si on prend pas un but, on ne perd pas. Donc ça, il a quand même en lui. Mais regardez devant l'Argentine, on met 4 buts. Je me demande si même le match lui a pas échappé. Et puis il y a le phénomène. Oui, même y compris dans la gestion des champs de la fin, on a l'impression qu'à 8 minutes de la fin, il a gagné le match. La manière et résultat des courses, on peut le perdre. Mais c'est surtout, et puis je laisse la parole, c'est surtout le phénomène Mbappé. Oui, bien sûr. Parce que aujourd'hui, quand même, Griezmann était notre leader, et aujourd'hui, enfin nous, on n'est pas surpris, mais il est dans toutes les unes du monde entier. Ouais, on en a parlé. Pelé lui a envoyé un tweet. Voilà, faut faire attention aux comparaisons, mais Mbappé, il éclate de toute sa classe. La progression de cette équipe de France, qui n'est pas, on va dire, logique par rapport au schéma des équipes qui se construisent, est étonnante, et c'est ce qui nous interroge sur sa vraie valeur. C'est très compliqué d'aujourd'hui imaginer ce que va faire la France, va produire la France vendredi, par exemple. Vous avez quelque chose de très expérimental, vous l'avez dit, des joueurs, alors certes, même s'ils s'entraînent avec des très grands joueurs à l'entraînement, à un moment dans ce type de compétition, ça ne fait pas tout, et donc c'est pour ça qu'on a du mal à se dire si est-ce que le manque d'automatisme à un moment va porter préjudice à cette équipe de France. Alors après, c'est vrai que vous avez en termes de jeu, en 4 ans, moi j'ai pas vu une évolution sidérante, je crois que personne s'est enthousiasmé devant cette équipe de France, peut-être hormis lors du France-Allemagne il y a 2 ans à l'Euro 2016. Vous avez des joueurs comme Paul Pogba qui ont beaucoup imaginé peut-être comme un futur ballon d'or il y a 4 ans, rappelez-vous, il finissait meilleur espoir de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, est-ce qu'il a progressé depuis? Ça reste un très bon joueur, mais il ne fait pas partie de cette casque à laquelle beaucoup lui prêtaient un avenir tout tracé. Donc c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'imaginer. C'est sponsor, quoi. Non mais voilà, c'est peut-être un petit peu perdu dans le marketing, tout ça, mais donc cette équipe, c'est vrai, a quelque chose d'un petit peu étonnant, et c'est pour ça qu'on se demande si ça tient un fil, et en même temps ça fait toute la dramaturgie de cette Coupe du Monde. Absolument, et qui est absolument passionnante et qu'on vit au quotidien avec Simon Rubin. 0-0 toujours du côté de la Colombie et de l'Angleterre. On va y retrouver Alban Le Poivre pour vivre la fin de ce match en direct intégral. Laurent Jaoui, on était programmé après 2010 pour dire on va construire une génération, une équipe qui devait, on va dire, à l'espagnol ou à l'allemande, de compétition en compétition, devenir l'une des meilleures du monde. Finalement, c'est une gestion totalement irrationnelle qui la rend quelque part exaspérante ou intéressante et sympathique. Le moyen de termisme n'existe pas en football. Vous entendez toujours des sélectionneurs dire mais là, vous savez, on est là, mais en fait c'est pas là, on prépare dans 2 ans, et 2 ans plus tard on prépare dans 2 ans. Non, on passe notre temps en France pendant l'Euro à préparer les Coupes du Monde, et pendant les Coupes du Monde à préparer l'Euro qui vient. C'est pas possible. Une équipe, elle s'empare du temps présent. Voilà, l'instantanéité. Donc est-ce qu'elle est prête
à un moment donné, 4 semaines, 6 semaines, 7 semaines avec la préparation dans une vie. Et je suis toujours un peu effaré par les discours des coachs. Il faut reconnaître que Didier Deschamps ne le tient pas tant que ça, mais ses prédécesseurs l'ont beaucoup tenu. Je me rappelle de Laurent Blanc, mais même de Raymond Domenech, disant à la limite, pour un petit peu évacuer la pression, ce qui se passe là, ça compte pas vraiment. C'est dans 2 ans qu'on sera jugé. Mais c'est une fuite en avant, c'est pas possible. On est jugé sur l'instant présent. Sur l'instant présent qui est de plus en plus présent en foot, parce que quand on n'aurait pas imaginé qu'il y ait tant de changements par rapport à 2014 où c'était entre guillemets mais pas qu'en foot, François, pas qu'en foot, en tout. Dans la vie, dans la vie, notre société. Enfin, moi juste un bémol, ce que j'aime quand même, c'est que l'Allemagne en 2006, lorsqu'il décide avec l'eau de lancer avec la DTN un système de jeu s'appuyant sur des joueurs parfois du même club comme le Bayern ou l'Espagne, l'avantage c'est que on peut travailler sur le long terme. Et là, si Deschamps demain s'en va, on laisse entre guillemets des joueurs qui auront pris 4 ans, un autre entraîneur arrive et on repart. Moi, je regrette de temps en temps qu'on n'ait pas une vision, mais je le comprends aussi qu'un entraîneur peut être viré 2 ans tout de suite après une compétition. Deschamps, maintenant, ça fait quand même 6 ans qu'il est là. A priori, sélection record pour Deschamps et qui a été reconduit. On peut signaler qu'en Allemagne, aujourd'hui, Eric Blanc, Joachim Löw, malgré la défaite, a été surtout, vous n'avez pas des clubs en France sur lesquels vous pouvez vous appuyer avec un vivier comme ça où les joueurs se retrouvent. D'accord, mais moi ce que je veux dire, c'est trop facile de dire on n'a pas les joueurs, on le fait pas. Il y a une vision. Et moi ce que je reproche de temps en temps, voilà, c'est qu'on avance au coup de cœur avec un entraîneur qui s'adapte avec des joueurs qu'il a au moment. Lui, il n'est pas là pour vraiment planifier. Et en tout cas, l'Espagne et l'Allemagne ont montré qu'il y avait des possibilités et des chemins. Alors, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent au Barça Real et de l'autre côté, le Bayern. Mais c'est une vision. C'est une vision. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce comparatif. Merci Simon Rubin d'avoir été avec nous en direct. Au programme, Simon, demain. Eh bien demain, retour des conférences de presse. On aura 2 joueurs de nouveau devant les médias et puis également un entraînement, mais à l'abri des regards. Le départ pour Nijni Novgorod qui sera prévu après-demain, le lieu du quart de finale. Nijni Novgorod, nous en parlerons demain. Et, évidemment, on vous retrouve. Bon voyage, j'allais dire bon baiser en Russie pour vous. Simon Rubin, à bientôt sur Europe 1.